Le jour de son anniversaire, ma petite amie a remercié publiquement son ex d'avoir élevé la barre. Tout le monde a applaudi. Puis elle a jeté un regard dans ma direction et a ajouté « Ah, et merci à lui aussi. » Je suppose. Je suis resté assis là, impassible. 2 jours plus tard, elle a découvert ce qui arrive quand on pousse un homme trop loin. Au milieu de sa fête de 30 ans, ma petite amie a remercié son ex d'être la référence d'un partenaire. Quand elle s'est tournée vers moi, elle s'est contentée de dire « Ah, merci à lui aussi, je suppose. » C'est à cet instant précis que la campagne a commencé. La salle était remplie de gens que je ne connaissais pas. Tous riaient et buvaient le vin que j'avais payé. C'était la fête des 30 ans de ma petite amie, Charlotte, un événement qu'elle préparait depuis des mois. Le thème était Hollywood Vintage, et elle jouait à la perfection le rôle de star de cinéma. Moi, je n'étais qu'un accessoire de décor, l'homme en arrière-plan qui s'assurait que le buffet soit réapprovisionné et que le champagne coule sans interruption. Le clou de la soirée fut le toast. Charlotte se plaça au centre de la pièce, levant bien haut sa coupe. Sa meilleure amie, une certaine Becca, qui m'a toujours regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle avait gratté sous sa chaussure, se tenait à ses côtés, radieuse. « Je veux remercier tout le monde d'être venu », commença Charlotte, la voix claire, parfaitement répétée. Avoir 30 ans est une étape importante, et je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans les personnes incroyables de ma vie. Elle énuméra des noms, ses parents aimants, ses merveilleux amis. Puis, après une pause théâtrale, ses yeux balayèrent la foule jusqu'à se poser sur un bel homme au sourire suffisant, assis au fond. « Et je dois remercier tout particulièrement mon incroyable ami, Derek, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Mon ex, oui, mais aussi l'homme qui m'a vraiment appris ce que je mérite dans la vie. Il a élevé la barre de ce qu'un partenaire doit être, et je lui serai éternellement reconnaissante pour le temps que nous avons partagé. » La salle explosa en applaudissements. Certains sifflèrent d'admiration. Derek, l'ex, fit une petite révérence théâtrale. C'était un moment émouvant, une parfaite mise en scène. Puis, quand les applaudissements se calmèrent, les yeux de Charlotte se tournèrent vers moi, resté au bar. Comme un après-coup, un regard bref et dédaigneux. « Et merci à lui aussi, je suppose, » dit-elle en agitant vaguement la main vers moi. Quelques-unes de ses amies étouffèrent un rire. Le message était clair. Livré avec la précision d'une frappe chirurgicale devant 50 personnes. Derek était la référence. Moi, j'étais la note de bas de page. Le type qui convenait pour le moment, mais qui ne méritait même pas d'être nommé. Je ne réagis pas. Je ne roulais pas des yeux. Je restais simplement là, le visage impassible, buvant lentement une gorgée de mon verre. Mais dans ma tête, tout était déjà en mouvement. Un interrupteur venait de s'activer. Dans mon métier, on ne réagit pas avec émotion quand on est attaqué, on devient stratégique. Charlotte venait de lancer une attaque publique et injustifiée contre ma réputation. Elle pensait que c'était un coup de pouvoir social. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclarer la guerre à un homme dont le métier est de mener des campagnes. La saison électorale venait de commencer. Soyons clairs, je ne suis pas un idiot. Je ne me laisse pas marcher dessus. Je suis directeur de campagne politique. Mon travail, c'est de gagner. Je prends des candidats complexes, souvent imparfaits, et je construis une narration autour d'eux qui les mène à la victoire. Je mène des recherches d'opposition. Je contrôle le message. Je gère le cycle médiatique. Et j'identifie puis exploite les faiblesses de mes adversaires. Ma vie entière repose sur la stratégie, la perception et l'exécution implacable d'un plan. J'ai rencontré Charlotte il y a 8 mois. Je sortais d'une des campagnes les plus brutales de ma carrière, une course au Sénat victorieuse mais épuisante. J'étais dans ce que j'appelle une intersaison. J'avais besoin de souffler, de m'éloigner du monde politique sous haute tension. J'avais besoin de quelque chose de simple. Charlotte était simple. Belle, drôle, sans complications. Je savais ce qu'elle aimait. Sa vie tenait grâce à un petit fonds fiduciaire et une succession de projets qui échouaient les uns après les autres. Elle était obsédée par son ex, Derek, un héritier de vieille fortune qui incarnait ce succès sans effort qu'elle convoitait. J'avais vu tous les signaux d'alarme, les références constantes à des noms célèbres, le matérialisme désinvolte, le besoin maladif de validation publique. Mais je ne cherchais pas une partenaire pour la vie. Je voulais une distraction temporaire, un projet personnel à faible risque pendant que je rechargeais mes batteries professionnelles.
Je lui avais dit clairement dès le départ. Je ne cherchais rien de sérieux, je me reconstruisais après un travail éprouvant. Elle avait accepté. L'accord était simple, je lui offrais la stabilité et le style de vie qu'elle aimait, et elle m'offrait la légèreté et la compagnie dont j'avais besoin. Un contrat à court terme, compris des deux côtés. Le problème, c'est qu'elle a commencé à voir cet accord comme un poste permanent. Et sa prestation, comme démontré à cette fête d'anniversaire, était devenue inacceptable. Elle ne m'avait pas seulement insulté. Elle m'avait publiquement défini comme inférieur. Dans le monde des campagnes, c'est une narration qu'il faut tuer avant qu'elle ne prenne racine. Alors, tandis que j'écoutais la fête continuer autour de moi, je ne ressentis aucune douleur. J'éprouvais ce bourdonnement familier et électrisant du lancement d'une campagne. Mon adversaire, l'alliance Charlotte-Derek. Mon objectif, une victoire totale et incontestable. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité et tandis que Charlotte dormait, ivre, dans le lit, je me rendis dans mon bureau à la maison et traçai le plan de campagne. Mise à jour 1. Une bonne campagne commence par une base solide de recherche. On ne peut pas battre un adversaire qu'on ne comprend pas. Alors, dans les 48 heures qui suivirent la fête, je me transformai en une cellule de recherche d'opposition d'une seule personne. Mes cibles, Charlotte et son ex sanctifié, Derek. Je commençai par Charlotte. J'avais déjà la plupart des données dont j'avais besoin. Pendant les 8 derniers mois, j'avais été la principale source de son financement discrétionnaire. J'ai épluché mes relevés de cartes, en notant méticuleusement chaque dépense, les vêtements de marque, les dîners à 500 $ avec Becca, les journées au spa, les week-ends loin. Je ne traçais pas seulement l'argent. Je cartographiais tout l'écosystème de son style de vie. Je connaissais ses pourvoyeurs, moi-même, ses amis de salon de thé, ses amis superficiels et son message central, une vie de luxe sans effort. Puis j'orientais mon attention vers Derek. Il était le fantôme de notre relation, l'étalon or auquel elle me comparait sans cesse. Son image publique était impeccable, fondateur d'une start-up tech en vogue, propriétaire d'une voiture de sport classique, Instagram calibré pour exposer la vie parfaite. Mais dans mon métier, on apprend que plus l'image brille, plus les secrets sont sombres. J'engageai un indépendant, un spécialiste en investigation numérique que j'utilise pour dénicher des dossiers sur des adversaires politiques. Je lui donnai le nom de Derek et le nom de sa société. Je ne voulais rien d'illégal, juste un portrait clair de sa réalité financière et professionnelle. Tandis que mon enquêteur fouillait, je lançais la première phase de mon propre plan, la déstabilisation narrative. Charlotte était encore joyeusement inconsciente. Elle pensait que j'avais juste eu une mauvaise nuit à la fête. Le lendemain, elle essaya d'apaiser la situation. « Tu étais si silencieux hier soir », fit-elle en faisant la moue. « Tu ne m'as même pas dit que j'étais jolie. » Je répondis que j'étais fatigué. Je la laissai croire que son petit jeu de pouvoir avait marché, que j'étais sur la défensive. Mon premier geste fut subtil. L'un des piliers du prestige social de Charlotte était un comité caritatif dont elle faisait partie, un grand et glamoureux gala annuel. En réalité, elle n'y faisait aucun travail. Elle aimait juste voir son nom sur l'affiche. Quelques mois plus tôt, j'avais pourtant fait un don conséquent au nom de ma société, un fait qu'elle aimait exhiber. J'appelai la présidente du comité, une femme que je connaissais professionnellement, et lui expliquai que, suite à un rééquilibrage de portefeuille, je devais retirer ma contribution pour cette année. Poli, contrit et volontairement flou. Je savais que cet appel provoquerait inévitablement un autre appel, de la présidente à Charlotte, demandant ce qui se passait avec son petit ami incroyablement généreux. La chute fut immédiate. Charlotte me confronta ce soir-là, la voix tremblante de colère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» exigea-t-elle. Cynthia du comité m'a appelé. Elle dit, « Vous avez retiré le don. Vous me passez pour une idiote. » C'était une décision d'affaires, Charlotte, répondis-je calmement, sans quitter mon ordinateur des yeux. Les conditions du marché ont changé. Je réalloue mon capital. Ce n'est pas une question de capital, hurla-t-elle. C'est ma réputation. Tu as fait ça pour me punir pour ce que j'ai dit à la fête. Ce que tu as dit à la fête n'était que de l'information, répliquai-je en la regardant enfin. Ça m'a aidé à réévaluer le rendement de mes investissements. Apparemment, ce gala caritatif est un mauvais investissement. C'était un mouvement calculé. Je lui parlais dans la seule langue qu'elle comprenait, celle de la monnaie sociale et du statut. Je venais de dévaluer son principal actif.
Alors qu'elle tentait de se remettre, mon enquêteur revint avec la mine d'or que j'espérais. La start-up tech de Derek, InnovatNext, était une pure escroquerie. Pas de produits, pas de revenus, et une consommation de trésorerie alarmante. Son unique financement provenait d'un petit groupe d'investisseurs initiaux, pour la plupart des amis du père riche et d'une série de prêts personnels à taux usuraires. Derek n'était pas un génie de la tech. C'était un gosse qui n'avait rien bâti par ses propres mérites, se faisant passer pour un entrepreneur avec l'argent des autres. Le rapport contenait aussi un détail délicieux, la voiture de sport classique que Derek exhibait en ville était en leasing, un contrat de location extrêmement cher co-signé par son père, et il avait 2 mois de retard de paiement. Voilà le noyau de la plateforme de mon adversaire. Un mensonge. Et j'étais sur le point de le dévoiler. Mise à jour 2. La phase suivante de la campagne consistait à transformer la recherche d'opposition en arme. Un bon directeur de campagne ne se contente pas de lâcher des informations compromettantes. Il construit une narration autour d'elle. Façonne une histoire que le public peut comprendre et que les médias vont amplifier. Mon public cible n'était pas le grand public. C'était le petit cercle fermé d'investisseurs et de mondains dans lequel Derek et Charlotte évoluaient. Je créai une nouvelle adresse email anonyme. À partir de celle-ci, je rédigeai une note confidentielle. Elle était écrite dans le style sec et analytique d'un prospectus d'investissement. L'objet du mail, un rapport de diligence préalable non sollicité sur InnovatNext. Le document était une véritable œuvre de démolition corporative. Il exposait en détail cruel la situation financière de l'entreprise, son rythme de consommation de trésorerie, l'absence de produits viables, et une projection montrant qu'elle serait insolvable dans moins de 6 mois. Aucune accusation, seulement des faits. La dernière page contenait une liste de documents publics démontrant que Derek avait un historique de projets ratés, tous discrètement financés puis enterrés par son père. J'envoyai ce mémorandum à 3 personnes, le père de Derek, l'investisseur principal de la société, un homme réputé pour ses pratiques impitoyables, et un journaliste économique local, connu pour adorer démonter des start-up ratées. Tandis que cette bombe numérique entamait son compte à rebours, je passai à la démolition des soutiens restants de Charlotte. Sa meilleure amie, Becca, était une conseillère clé dans la campagne de privilèges de Charlotte. Becca travaillait comme personal shopper dans un grand magasin haut de gamme. Son emploi dépendait de sa réputation et de sa clientèle. Je savais, en l'écoutant parler, qu'elle avait l'habitude d'emprunter des vêtements le week-end et de les rapporter le lundi. Une pratique courante, mais frauduleuse. Je savais aussi qu'elle aidait Charlotte à faire de même, en utilisant sa remise d'employé pour acheter des vêtements hors de prix que Charlotte portait une fois pour une photo Instagram avant de les rendre. Je fis un autre appel anonyme. Cette fois, à la ligne de prévention des pertes du siège de l'enseigne. Je rapportai qu'une employée de leur magasin phare menait un système sophistiqué de fraude au retour, coûtant des milliers de dollars à l'entreprise. Je donnai le nom de Becca et suggérai qu'il vérifie les enregistrements vidéo et les registres d'inventaire des 6 derniers mois, en prêtant une attention particulière aux articles de grande valeur rapportés les lundis matins. Avec mes 2 principaux adversaires ciblés, il ne restait plus qu'à attendre que le système s'enclenche. La première explosion vint du camp de Derek. Quelques jours plus tard, le journaliste publia un article, une démolition brutale d'InnovatNext, la qualifiant de « projet de vanité » et de « cas d'école de privilège millénial ». L'investisseur principal, furieux d'avoir été dupé, retira son financement et menaça de poursuites. Le père de Derek, publiquement humilié, coupa enfin le robinet. Derek, paniqué, appela Charlotte pour chercher du soutien, sans doute. Mais Charlotte avait sa propre crise. Becca avait été licenciée. Le magasin avait bel et bien examiné les caméras de sécurité et trouvé une montagne de preuves. Non seulement elle fut virée, mais l'entreprise engagea également une procédure judiciaire pour vol. Becca, affolée, rejeta aussitôt la faute sur Charlotte, affirmant avoir agi sous sa pression. Les 2 se retrouvèrent en guerre ouverte, chacune accusant l'autre d'être la véritable instigatrice. Le monde de Charlotte s'effondrait. Son statut social avait disparu. Sa meilleure amie était devenue son ennemie. Et son ex, parfait, venait d'être démasqué comme une fraude. Elle chutait en chute libre. Et elle n'avait pas encore réalisé que je lui avais coupé son parachute. Elle vint me voir une semaine après l'article sur Derek. Elle pleurait. Sa vie entière s'écroulait. Derek l'avait larguée, prétextant qu'il devait se concentrer sur ses propres problèmes et qu'elle était une distraction.
Becca menaçait de la poursuivre en justice. Elle était désormais une paria sociale. Je ne comprends pas ce qui se passe, sanglota TL, assise au bord de mon canapé. On dirait que tu subis un peu de volatilité des marchés, répondis-je d'un ton calme. Elle me regarda, les yeux emplis d'incompréhension. Je peux rester ici un petit moment, demanda-t-elle d'une petite voix. Je n'ai nulle part où aller. Non, répondis-je. Notre contrat a expiré. Il est temps pour toi de chercher un nouveau poste. Je lui remis une boîte. J'y avais déjà rangé quelques-unes de ses affaires. Elle était officiellement livrée à elle-même. Mise à jour finale. Un mois s'est écoulé depuis le lancement de ma campagne. Les résultats sont tombés, une victoire écrasante. Après que je lui ai dit de partir, Charlotte s'est complètement effondrée. Elle n'avait plus d'argent, plus d'amis, plus de perspectives. Ses parents, qui l'avaient toujours soutenue, étaient eux-mêmes accaparés par les conséquences financières et sociales de l'implosion publique de Derek et ne pouvaient plus l'entretenir dans le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle tenta de lancer une campagne de diffamation contre moi. Elle et ce qu'il restait de son cercle d'amis essayèrent de me coller l'étiquette de monstre cruel, froid et sans cœur, m'accusant de l'avoir abandonné au pire moment. Mais elle n'avait aucune plateforme. Leurs cercles sociaux étaient en ruine. Et surtout, je contrôlais la narration. Je portais le coup final. J'accordais une interview exclusive, off the record, au même journaliste économique qui avait démoli Derek. Je présentais l'histoire comme celle d'un homme privé, prospère, pris pour cible par un groupe d'opportunistes sociaux, et qui avait fini par découvrir un réseau de fraude et de tromperie. Je ne citais jamais le nom de Charlotte, mais les détails étaient si précis que tous ceux qui connaissaient la situation savaient parfaitement de qui il s'agissait. L'article me dépeignit en victime clairvoyante, s'étant dégagé intelligemment d'une mauvaise situation. C'était la contre-narration parfaite, un bouclier contre toute attaque de sa part. 2 jours après la publication, Charlotte frappa à ma porte. Elle n'était plus en colère. Elle n'était plus qu'une épave. Elle pleurait, me suppliant de la reprendre, répétant qu'elle avait commis une erreur terrible. Je la laissai parler. Quand elle eut terminé, je la regardai simplement. Tu n'as pas commis une erreur, Charlotte, dis-je. Tu as mené une campagne désastreuse. Ta stratégie était bancale. Ton message, incohérent. Tes soutiens clés, peu fiables. Et surtout, tu as choisi le mauvais adversaire. Elle me fixa, pétrifiée, tandis que l'horreur de la réalisation se lisait dans ses yeux. C'était toi, murmura-t-elle. Toute cette histoire. Derek, Becca, tout venait de toi. Je gère des campagnes, répondis-je, la voix plate et froide comme une règle de métal. Tu as attaqué publiquement mon caractère. J'ai considéré ton attaque comme une contribution en nature à ma propre campagne. Je m'en suis servi pour lancer une contre-offensive. Tu pensais que nous étions en couple. En réalité, nous étions dans une élection. Et moi, je ne perds jamais. Je refermai la porte. Ce fut la dernière fois que je la vis. J'appris par une connaissance commune qu'elle avait dû retourner vivre chez ses parents. Son héritage était parti, et elle travaillait désormais comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Derek faisait face à plusieurs procès intentés par ses anciens investisseurs. Becca subissait encore les conséquences judiciaires de sa fraude au retour. Ma vengeance n'avait rien à voir avec les cris ou les scandales. Elle relevait de la stratégie. Il s'agissait de prendre les outils de mon métier et de les appliquer à ma vie personnelle. Elle me voyait comme un fournisseur ennuyeux et stable, une note de bas de page dans son histoire glamour. Elle n'avait pas compris que l'homme discret, en arrière-plan, est souvent celui qui dirige tout le spectacle. Elle pensait être la candidate. Elle n'a jamais réalisé qu'elle n'était que l'opposition. Si cette histoire t'a captivé, clique sur j'aime et donne un coup de boost à la vidéo. Tu aideras ainsi la chaîne à toucher encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, quelle surprise. Charlotte pensait qu'elle jouait dans une comédie romantique hollywoodienne, mais elle s'est retrouvée figurante dans une campagne politique qu'elle ne pouvait pas gagner. Moralité, quand on attaque un stratège, il vaut mieux avoir plus qu'un compte Instagram et un ex en leasing.